Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. C'est un homme politique sur le plateau de l'émission Franc-Parler avec vous. Il s'agit de M. Eddy Kombego. Il est l'actuel président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, ancien parti au pouvoir. M. Kombego, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être sur le plateau de l'émission Franc-Parler avec vous. Nous allons essentiellement parler de la vie du CDP, les préparatifs des élections du 22 novembre 2020. Nous parlerons également des actualités politiques au Burkina, de la gouvernance sous le président Roch-Marc Christian Kaboré, la fronde sociale, l'insécurité et bien d'autres sujets qui touchent le quotidien du Burkinabé lambda. Avec vous donc pour cette émission Franc-Parler. Alors on commence tout de suite par la vie du parti dont vous êtes le président, le CDP. C'est vrai que le parti a connu une crise, ça c'est connu de tous, hein, il y a quelques mois. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est la sérénité retrouvée au sein du CDP, puisqu'on entend de moins en moins parler de cette crise? Le CDP va très bien. Ah oui. Le CDP a montré en 2019 qu'il peut résister à toutes les secousses. Depuis 2014 d'ailleurs, oui. Vous avez pu voir en 2015 comment le CDP est rené de ses cendres et a montré qu'il peut revenir à la gouvernance. Et seulement, le CDP avait une certaine modalité de vie, certaines procédures. Oui. Aujourd'hui, nous avons tiré les leçons des événements des 30 et 31 octobre et nous avons compris qu'il faut travailler à approfondir la démocratie, à construire la démocratie, qui est un processus. Oui. Et le CDP est aujourd'hui prêt pour aller aux élections de 2020. Alors, le parti va très bien d'après vous, mais on a eu l'impression quand même qu'on était à deux doigts de l'implosion au sein de votre parti, tant la crise était justement profonde. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que vous avez redouté justement l'implosion du parti? Non, c'était qu'une impression. Ah oui, de nous dehors. Qui sommes une impression de dehors, oui. Parce que nous qui sommes, moi qui suis président et la direction du CDP savait que rien ne pouvait arriver au CDP. C'est vrai qu'on est même allé jusqu'en justice, oui. Mais quand vous voyez les moyens qui ont été relevés par ceux qui nous ont amenés en justice, ça ne pouvait pas prospérer. Nous sommes restés sereins, nous sommes allés répondre devant la justice et le droit a été dit et le CDP continue ses activités. D'accord. Alors aujourd'hui, avec le recul, si on vous pose la question de savoir quelle était l'origine de cette crise, que répondez-vous? Tout simplement parce que je crois que c'est une lutte de positionnement. Oui. C'est une lutte de positionnement. Vous vous rappelez qu'en mai 2018, nous sommes allés à des élections, nous sommes allés au Congrès ordinaire, oui, tout à fait. Qui s'est terminé par des élections. Et c'était une première au parti. C'est une première au parti. Oui. Parce que nous avons toujours choisi le président par consensus. Le consensus ayant été adopté, accepté et recusé plus tard par une des parties, il ne nous restait qu'une seule voie d'aller aux élections. Nous sommes allés aux élections, j'ai gagné. Oui. Et mon protagoniste s'était engagé à suivre et à soutenir le candidat que j'étais, qui avait été élu. Mais plus tard, nous avons vu qu'il y a eu un groupe qui s'est créé, qu'on appelait G33. G33, oui. On entend G comme groupe, 33 oui. Comme ceux qui ont élu mon concurrent, voilà, et qui appelait à la candidature d'un certain cadre Désiré Ouédraogo. Nous leur avons dit, non, mais écoutez, il faut attendre, ce n'est pas le moment. Au moment où nous allons arriver, tout le monde pourrait être candidat. Peut-être n'ont-ils pas cru, ils ont insisté, et puis voilà, la crise est née. Ouais. Une crise que nous avons dit, c'est une crise préparée, mais comme nous savions qu'en fait, c'était une lutte de positionnement, nous sommes restés sereins et nous avons invité les uns les autres à respecter strictement les textes fondamentaux de notre parti, que sont les statuts, le statut, les règlements intérieurs et les actes finaux du 7e congrès ordinaire. Alors aujourd'hui, est-ce que d'après vous, il y a eu crise au CDP parce qu'il y a eu quand même un groupe de 33 cadres qui ont voté contre votre candidature ou parce qu'il y a eu justement cette déclaration de candidature de cadre Désiré Ouédraogo autour de laquelle candidature se sont retrouvés certains de vos militants? D'après vous, c'est où le problème? Pour nous, il n'y a pas eu de crise. C'est une crise fictive.
artificielle. Oui. Les gens ont voulu faire croire qu'il y a une vraie crise au CDP. Nous avons compris que c'était une lutte de positionnement. Nous avons dit que c'est une lutte de positionnement. Ça se fait à l'intérieur et en respect de nos textes fondamentaux, statuts, règlements intérieurs, et c'est tout. Oui. Mais si l'on sort de ces statuts et l'on va dans la presse, on s'exprime, on écrit, dans la presse écrite, dans les radios, à la télévision, c'est montrer un peu aux yeux de l'opinion nationale et internationale qu'il y a une crise. Nous avons tenté de recadrer tout cela pour que nous puissions trouver une solution à l'intérieur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons pu adopter la directive pour choisir le candidat. Et les choses se passent très bien pour l'instant. Mais nous avons reçu quand même certains cadres de votre parti sur ce plateau qui ont décrié un peu la gestion du CDP sous votre leadership. Est-ce que ces expressions de mécontentement vous sont parvenues directement pour vous dire que vous ne gérez pas bien le CDP? Qu'ont-ils dit exactement? On parle de manque de démocratie, de décisions unilatérales qui sont prises par vous et de votre volonté affichée d'être candidat contre tout et vents et marées au niveau donc du parti. S'ils disent qu'il manque de démocratie, ce n'est pas vrai. Oui. Je veux dire aujourd'hui que le CDP est l'un des seuls partis qui tient des réunions qui vont de 2 à 7, 8 heures d'affilée. 8 heures de réunion? Parce que nous laissons tout le monde s'exprimer. Oui. Mais la démocratie étant telle qu'elle est, lorsqu'il n'y a pas de consensus, on vote. Et lorsqu'on est mis en minorité, on suit. Mais nous essayons le plus possible de trouver un consensus. Ceux qui ont décrié, vous leur demandez exactement qu'est-ce que le président Edi Komboigo a posé comme acte. Ils pourront pas vous le dire. Et votre candidature, parce que beaucoup de gens avaient déjà dit Edi Komboigo voudrait être candidat du CDP contre vents et marées, et cela avait été donc étayé par certaines actions que vous meniez, qui ressemblaient à des campagnes électorales sur le terrain. Ça a fait l'objet de dénonciations. Et que répondez-vous justement à cela? Mais un parti doit vivre. La vie d'un parti, ce n'est pas seulement rester dans 4 murs, c'est donner une certaine visibilité, aller au contact des militants, essayer de mobiliser encore. Vous savez que les événements des 30 et 31 octobre 2014 ont créé une saignée au sein de notre parti. Tout à fait. Les événements du 16 septembre 2015 également, ça a également créé une saignée. Des gens sont partis, la confiance s'est effritée. Il fallait repartir vers les militants, leur donner confiance. Ils ont même dit que le CDP était mort. Oui, parce que vous avez généré le MPP, il faut le dire. Nous avons dit, oui, nous avons généré le MPP, certainement. Il y en a, certains militants sont allés là-bas, mais ce n'est pas des militants qui peuvent faire secouer le CDP. Le CDP est plus fort que cela. C'est un arbre bien enraciné. Et nous avons montré que le CDP peut repousser des feuilles et des fleurs. Et maintenant, il reste que ces fleurs deviennent des fruits. Et c'est le 22 novembre prochain. Tout à fait. En entendant, à l'issue des élections de 2015, les législatives notamment, beaucoup de Burkinabés se sont étonnés de voir que vous avez obtenu 18 députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un score qui vous surprend, vous, après l'insurrection, après le putsch manqué? Nous devrions obtenir plus de députés. Ah oui? Nous pensons. Nous pensons que nous avons même obtenu plus de députés, mais comme le système électoral n'était pas aussi transparent et n'a pas permis de décompte normal, nous savons qu'il y a des députés qui ont été retirés du CDP pour être partagés à la majorité. Maintenant, nous sommes vigilants, nous allons suivre le processus électoral de A à Z et nous allons être très regardants. Vous avez également été victime de la loi électorale, et nous sommes la modification de 2015. Que nous allons gagner. Il y a également, comme vous le dites, la décision qui a été prise, une loi scélérate qui n'a pas permis à certains cadres du CDP de se présenter. Aujourd'hui, ils sont libres, il y en a beaucoup qui sont libres, il y a d'autres encore qui sont sous des poursuites judiciaires, mais aujourd'hui, le CDP regorge de nombreuses ressources humaines capables de présenter des personnes assez conséquentes, qui sont populaires, aimées par la base, et je suis sûr qu'ils seront élus. Est-ce que vous affirmez sur ce plateau, M. Edi Komboigo, que la crise au CDP est derrière vous? Je le pense. D'accord.
Quel a été le rôle du fondateur de votre parti, l'ancien président Blaise Compaoré, dans la résolution de cette crise que le parti a connue? Mais comme vous-même, vous l'avez suivi bien, vous l'avez si bien suivi, nous avons estimé qu'il n'était pas bien que des militants d'un parti traînent le parti lui-même en justice. Tout à fait. Le plus souvent, dans un parti, les contradictions peuvent être aussi profondes. Mais on tente de trouver la solution à l'intérieur, par un consensus, par des débats francs, par des débats démocratiques. Et lorsqu'on n'arrive pas à s'accommoder sur un point, on passe au vote. Il n'y a pas 90 000 solutions pour avancer dans un parti. Mais en matière de démocratie. En matière de démocratie. Mais lorsque certains disent que malgré tout cela, malgré les débats, ils ont été mis en minorité et qu'il faut aller devant la justice, nous allons répondre devant le juge. Le juge a tranché et le bureau politique national a estimé que certains sont allés très loin et qu'il fallait les sanctionner. Tout à fait. Ils ont été sanctionnés. Et les sanctionnés ont fait recours au président d'honneur, c'est statutaire, c'est normal. Le président d'honneur les a écouté la direction et a proposé une solution. Est-ce que les sanctionnés veulent bien rester au parti, dans le parti? Ils ont répondu oui, mais si vous voulez rester au parti, il faut que vous soyez disciplinés, que vous respectiez les statuts et les règlements intérieurs. Tout à fait. Si vous êtes tous d'accord pour rester dans le parti, je vous demande d'aller retirer vos plaintes au niveau de la justice. Je vais par ailleurs demander à la direction du parti de rapporter les sanctions. Et comme ça, vous allez vous retrouver ensemble. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont retiré leur plainte en justice. Nous avons convoqué les organes et les instances qui se sont réunis et le Congrès a rapporté les sanctions. Il y en a qui ont été sanctionnés, il y en a également qui ont démissionné. Qu'en est-il des démissionnaires? Mais écoutez, la démission, c'est un acte personnel. Nous ne pouvons pas dire à un militant qui veut démissionner de ne pas démissionner. C'est personnel. Il y a un qui a démissionné et qui a écrit pour demander, qui est revenu. D'accord. Voilà. Il y a un autre qui a démissionné et qui n'est pas revenu. D'accord. En tout cas, on a compris tout cela, mais je reviens justement sur cette question encore avec le rôle du fondateur de votre parti, le président Blaise Compaoré, dans la résolution de cette crise. Vous avez déjà répondu en partie. Est-ce qu'il n'a pas joué double jeu parce qu'il fut un temps où même Blaise Compaoré était accusé de souffler le chaud et le froid en même temps au sein du parti? Comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui le rôle qu'il a joué? Ce ne sont que des accusations. Ce ne sont que des accusations. Vous savez, Blaise Compaoré, nous le considérons comme un père, comme une personnalité morale, avec une grande expérience. Et donc, lorsqu'il y a une crise, nous devons aller devant lui. D'abord, travailler à l'intérieur du parti pour résoudre cette crise. S'il n'y a pas de solution, on peut lui faire recours. Et les sanctionnés lui ont fait recours, il a joué son rôle. Et nous apprécions d'ailleurs le rôle qu'il a joué. Les autres accusations de tout venant, les journaux qui ont écrit, les gens qui ont écrit dans les journaux, nous transcendons tout cela. Parce que ce qui importe, c'est l'intérêt supérieur du parti et les objectifs que nous nous fixons dans le parti, de reconquérir le pouvoir en 2020. Alors, malheureusement ou heureusement, en tout cas au sein de votre parti, il s'est dit qu'il y a des pro-Edy Kombego et des pro-Kadri Désiré Ouédraogo. Est-ce que cette façon de voir est toujours d'actualité quand vous nous dites que la crise est derrière vous? Dans le parti, il y a des pro-CDP. Ah oui, un point. Des pro-CDP. Voilà. Donc, vous le dites ainsi, il y en a qui soutiennent jusqu'aujourd'hui la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo. Est-ce que c'est normal? Si un militant du CDP soutient la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo, qui n'est plus du CDP, il est démissionnaire. Qui est démissionnaire, il doit lui également prendre son courage à deux mains et de partir. Et on ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. On ne peut pas faire de l'à peu près. Nous sommes en 2020, il faut que chacun se détermine. D'accord. Et d'ailleurs, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont venir, et je crois d'ailleurs que ceux qui vont venir dans le parti seront plus nombreux que ceux qui vont partir. D'accord. Alors aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Kadri Désiré Ouédraogo? Parce que de dehors, beaucoup de gens estiment que c'est un peu comme chien et chat entre vous et Kadri Désiré Ouédraogo. Qu'en est-il exactement? Non, pas du tout. Ah oui? Je respecte M. Kadri Désiré Ouédraogo. Je crois que c'est vice-versa. Ah oui.
Je l'ai rencontré 2 fois depuis que je suis élu à l'aéroport, fortuitement. Ah oui, à l'aéroport? Oui, à l'aéroport. Il était en voyage et venait, je pense qu'il allait au Cameroun pour surveiller les élections. Et je l'ai interpellé en disant que je l'attendais au parti. Il m'a dit, lui aussi, il voulait me parler, mais je lui ai dit, parlez le premier. Il m'a dit, ah, attention, il ne faut pas laisser le gouvernement utiliser le fichier de l'ONU comme fichier électoral. Je lui ai demandé pourquoi. J'ai dit, ah, c'est source, ça peut être source de fraude. Ah oui. Il parlait sans doute en connaissance de cause. Il parlait sans doute en connaissance de cause parce qu'il rentrait du Mali. Et j'ai fait un tour au Mali et j'ai compris. Effectivement, nous avons travaillé avec le CEFOP pour que le fichier de l'ONU ne soit pas le fichier de la CENI. On peut s'en inspirer, mais ce n'est pas le fichier de la CENI. On va faire le fichier de la CENI à part. Et je lui ai dit que je l'attendais également au parti. Il m'a dit qu'il voulait réfléchir. Et depuis, la réflexion, il n'est pas venu. J'ai plutôt vu une lettre de démission. De démission, voilà. Vous vous insinuez donc qu'il n'y a aucune animosité entre vous deux? Pas du tout, pas du tout. C'est un homme que je respecte. Il n'y a pas d'animosité. Si je le vois, je le saluerai toujours. Et que pensez-vous de son intention d'être candidat à la présidentielle de 2020? Mais c'est une bonne candidature. S'il estime qu'il a la carrure nécessaire d'être candidat, c'est au peuple burkinabé de trancher. Candidat, il aurait pu l'être en 2015 sous la bannière du CDP. Oui, il aurait pu l'être, mais je pense qu'il n'a pas voulu l'être en 2015. D'accord. Alors aujourd'hui, au niveau de votre parti, le CDP, il semble que les choses sont en train de se préciser en ce qui concerne le candidat officiel du Congrès pour la démocratie et le progrès pour la présidentielle du 22 novembre 2020. Qu'en est-il exactement? Expliquez-nous le procédé de candidature à la candidature au niveau de votre parti. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le processus? Le processus est statutaire, décrit dans nos statuts. L'article 83 dit que les modalités et critères pour le choix du candidat à l'élection présidentielle doivent être décrits dans une directive adoptée par le Bureau exécutif national. D'accord. La commission en charge des grandes consultations électorales nous a soumis un avant-projet de directive. Mais avant cela, les attributions du président d'honneur lui confèrent le droit d'orienter et de valider le candidat. D'accord. Nous avons reçu une lettre en date du 25 mai 2019 qui orientait le choix du candidat. Et c'est sur cette base que la commission en charge des grandes consultations électorales a rédigé l'avant-projet de directive. Cet avant-projet de directive a été amendé par le bureau, par le secrétariat permanent. Une partie, un groupe de 25 personnes issues du bureau exécutif national. Et donc, nous avons voulu nous rassurer que la directive que nous avons écrite est conforme aux orientations du président d'honneur. Nous sommes allés le voir, lui avons soumis, il a fait ses observations et il nous a retourné le document. Nous l'avons adopté en date du 29 février 2019. Okay. Cette directive a été adoptée, nous avons fait un projet de calendrier et il est écrit que c'est le président du collège électoral qui doit faire un communiqué pour l'appel à candidature après l'approbation du Bureau exécutif national. Cela a été fait également. Le Bureau exécutif national est revenu voir le communiqué et donner son quitus. Et ce communiqué a été lancé dans la presse. L'ouverture des candidatures, c'est du 10 au 18. 10 au 18 mars 2020. Les candidatures sont attendues. Voilà. Alors, est-ce que les textes ont changé au niveau de votre parti? Parce que le parti date de 1996, mais on n'a jamais vu autant de tractations pour la désignation du candidat du CDP à la candidature à la présidentielle. Tout simplement parce qu'il y avait un consensus. Ah oui. Le président Blaise Compaoré, il était président, il manifestait encore sa volonté d'être candidat et le CDP ne trouvait pas d'inconvénient. Sinon, les textes ne datent pas d'aujourd'hui. Sinon, les textes ne datent pas d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, les candidatures sont en cours de réception. Si on s'en tient justement à ce que vous venez de dire, à travers justement le communiqué du collège électoral, est-ce qu'il y a déjà des candidatures enregistrées ou bien vous n'avez pas cette information?
Non, il faut peut-être poser la question au président du collège électoral. Moi, je n'y suis pas. D'accord. Il nous revient que Edi Kombego voudrait être candidat. Si ce n'est déjà fait, est-ce que vous avez déjà déposé votre candidature? Oui, non. Non, vous avez l'intention de le faire? Je vais le faire. Vous allez le faire. Vous êtes candidat du CDP. Je vais voilà qui est donc bien dit. Edi Kombego voudrait donc être candidat du CDP à la candidature pour la présidentielle de 2020. Alors, dites-nous maintenant, qu'est-ce qui vous amène à vouloir être candidat et à postuler à la magistrature suprême au Burkina? Je crois que la situation nationale m'interpelle. Le CDP a déjà géré le pays pendant 27 ans. Nous n'avons pas connu ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y avait la paix, il y avait la croissance, il y avait le développement. Et malheureusement, les événements des 30 et 31 octobre 2014 qui ont surpris, ont amené le CDP à perdre le pouvoir. Des militants du CDP qui avaient déjà démissionné ont créé un autre parti. Ils ont profité de la situation, ils ont conquis le parti en disant qu'ils avaient une certaine expérience. Ils ont été votés, nous les avons félicités. En 4-5 ans de gouvernance, nous voyons que notre pays régresse. Notre pays est en proie de guerre depuis 2016. Et ça ne fait que s'empirer, on s'embourbe davantage. Sur le plan politique, il n'y a pas de cohésion. Sur le plan social, avec les travailleurs, nous enregistrons des grèves perlées et des grèves continues. Jamais notre pays n'a connu de telles situations. Sur le plan économique, c'est encore pire. Parce que d'abord, l'État n'arrive pas à collecter le budget national pour exécuter son programme, mais aussi toutes les sociétés sont en décroissance, connaissent des situations déficitaires. Il y en a même qui ferment. Et de nouvelles sociétés privées qui se sont créées, mais qui tangent. Les anciennes sociétés, même les plus grosses sociétés qui rapportent des recettes importantes, sont attaquées par des terroristes. Et l'État n'a aucun moyen de le faire. Tout le programme et toutes les stratégies de lutte contre cette guerre ont quasiment échoué. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'on nous dise que nos compatriotes ont perdu la vie, soit dans le nord, soit dans le Sahel, dans le centre-nord ou à l'est, et la boucle du monde. Nous constatons que le gouvernement n'a plus de vision pour trouver une solution. Nous sommes à la dernière année. Il appartient aux Burkinabés de tirer une leçon de leur échec et de redonner une chance au parti qui est capable de le faire. Nous avons cette expérience parce que nous travaillons en équipe. Ce n'est pas une personne. En équipe de récupérer le pouvoir et de ramener la paix et le développement dans ce pays. Si nous ne le faisons pas, nous aurions trahi nos compatriotes. Et vous avez foi que le CDP, une fois au pouvoir, fera mieux que les MPP? Le CDP, une fois au pouvoir, d'abord fera mieux que nos aînés qui ont géré pendant les 27 ans. Et donc, forcément, il fera mieux que ceux qui sont en train de tanguer et de gérer le pays par tâtonnement. Est-ce qu'aujourd'hui, le CDP a capitalisé l'échec de 2014, notamment l'insurrection? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une leçon qui peut faire la force de votre parti? Je vous l'ai dit tantôt, si vous voyez que la démocratie s'enracine au CDP et qu'il y a des débats ouverts, des débats à tous les niveaux, sur toutes les thématiques, c'est parce que nous savons que il y a eu une erreur que nous avons commise en 2014. Nous avons tiré les leçons de ces erreurs et nous recomposons pour repartir à la conquête du pouvoir, pour mieux faire. Est-ce que vous insinuez que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui n'ont pas tiré les leçons des 27 précédentes années de gestion, puisqu'ils y étaient aussi? Non, mais parce que, bon, enfin, ils étaient où? Si vous êtes là pendant des années à être président de l'Assemblée, votre boulot, ce n'est même pas de lire la loi, c'est d'avoir le maillet, et lorsque la loi est votée, vous tapez pour. Je ne sais pas quelle expérience. Si vous faites référence à l'actuel président de Faso, il a été également chef de votre parti, il a été Premier ministre. Vous l'auriez compris.
La gouvernance, ce n'est pas être simplement président de l'Assemblée. La gouvernance, c'est être mêlé dans les grandes questions de la vie du pays. Et lorsqu'on n'y a pas été, lorsqu'on n'a pas participé activement, mais c'est sûr qu'on a l'ancienneté, mais on n'a pas l'expérience. C'est son cas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force du CDP à la conquête, à la reconquête du pouvoir d'État, puisque vous avez géré ce pouvoir d'État précédemment? Au-delà de ces aspects politiques que vous évoquez, est-ce que le parti est encore enraciné dans les tréfonds du Burkina? Bien sûr. Nous avons, dans les 45 provinces, des sections. Dans les 368 communes, des sous-sections. Qui fonctionnent normalement? Qui fonctionnent. Dans les 9567 villages, des comités de base. Et aujourd'hui, le parti le plus connu du pays, c'est le CDP. Et ce n'est pas pour rien. En 2015, ils étaient obligés de voter une loi scélérate pour écarter le CDP. Bien que la Cour de justice, la CEDEAO, nous ait donné raison, le gouvernement n'a pas voulu parce qu'il savait que si nous sortions encore, on allait gagner. Malgré tout, ils ont tout fait pour que nous ne puissions pas nous présenter. Ils ont pris le pouvoir, ils ont dit qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, les Burkinabés tirent des leçons, ils savent qu'ils ne sont pas capables. Ils sont à un niveau où ils ne peuvent plus réfléchir au-delà de cela parce qu'ils sont dans une phase descendante. Ils ne peuvent plus. Ils sont au summum de leur réflexion. Donc, on voit les résultats qui sont négatifs. Il faut que les Burkinabés prennent leurs responsabilités pour opérer le changement qualitatif en ramenant le CDP au pouvoir. Alors, selon les statistiques, selon les résultats des dernières élections législatives au Burkina, le CDP est la troisième force politique du pays. Mais lorsqu'on vous écoute, apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec ce classement. Non, ce classement est purement théorique et ce classement date de 2015. Tout à fait. Les élections de 2015, on a dit, bon, ceux qui ont eu plus de voix aux législatives, ceux qui ont plus de députés, c'est la première force, et ainsi de suite. C'est un classement purement théorique. D'accord. Puisque vous savez que vous n'avez pas permis au CDP de proposer ses candidats. Aujourd'hui, ces choses, toute la loi scélérate a été extirpée du code électoral, bien que nos quelques camarades anciens ministres soient sous le coup de la justice, nous avons des ressources de qualité qui, s'ils sont présentés, pourront être élus. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le CDP est la première force politique au Burkina. Parole de Edi Kombego. Alors, en entendant justement l'ouverture de la campagne électorale pour les présidentielles et les législatives de 2020, avant même que vous ne déposiez votre candidature officiellement, on a vu Edi Kombego quelquefois sur le terrain. Vous avez drainé du monde. Alors, dites-nous quel est le secret. À chacune de vos sorties, il y a un grand monde derrière vous. Et je pense que c'est ce qui fait peut-être que vous êtes quelquefois combattu. Quel est votre secret, M. Kombego? Il n'y a pas de secret. Ah oui? Nous avons dit que nous travaillons à répondre aux attentes des populations. Et lorsque nous parlons des questions qui touchent la vie quotidienne des Burkinabés. Ce n'est pas que dit seul, c'est toute une équipe de Edi Kombego, c'est-à-dire le bureau actif national, le bureau politique national. Nous travaillons à répondre aux attentes des populations. Donc, on n'a même pas besoin, si nous décidons en 48 heures de tenir une assemblée générale dans n'importe quelle commune, rurale ou urbaine, ça va drainer du monde. Et nous savons que nous avons partout des militants. Donc voilà le secret. C'est bien le secret de Edi Kombego. Alors, il se trouve que les élections du 22 novembre 2020 sont en cours de préparation, mais déjà il y a des Burkinabés qui estiment qu'il faut reporter ces élections eu égard à la situation sécuritaire, notamment dans le nord du Burkina, parce qu'il n'est pas possible d'organiser ces élections sur l'ensemble du territoire national. Quelle est votre position en tant que président du CDP? La question ne doit pas se poser de cette manière. Ah oui? Et pour moi, la question doit être inversée. Est-ce que vous êtes d'accord que l'on laisse le pouvoir dans les mains des gens qui ont été incapables pendant 5 ans d'apporter une solution de paix et de gouvernance vertueuse? Est-ce qu'il faut continuer de laisser appauvrir davantage et notre pays et nos populations? Lorsqu'on n'est pas capable, on débarrasse le plancher. Et le peuple burkinabé saura, les 22 novembre prochain, faire le choix adéquat
faire le choix du changement en ramenant le CDP au pouvoir. D'accord. Et comment vous appréciez le processus électoral en cours? Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de débats, notamment autour du faible niveau de mobilisation de l'électorat pour les opérations d'enrôlement. On commence par les Burkinabés de la diaspora. On a eu des piètres chiffres en ce qui concerne justement cette opération d'enrôlement. Comment est-ce que vous appréciez cela? Je ne le fais pas dire. C'est vous-même qui avez dit que c'est des piètres résultats. Oui, mais les chiffres sont là. On attendait 2 millions environ. On n'en a pas eu. 2 500 000. Nous avons eu à peu près 24 000, donc moins de 1%. Oui. Non, nous l'avions prévu et dénoncé depuis le début, depuis 2018, en disant que c'était une erreur de ne pas d'extraire la carte consulaire biométrique, qui du reste est une carte biométrique. Sécurisée. Et au verso de la carte, il est bien écrit qu'elle tient lieu de carte d'identité burkinabé. Oui. Ce sont des calculs purement politiciens. En l'excluant, alors que la loi qui a créé cette carte consulaire biométrique, dans la justification des motifs à l'Assemblée nationale, c'est bien écrit qu'elle servirait pour les élections. Donc on était en train de préparer l'intégration de la diaspora dans les élections du pays. En 2018, le gouvernement Roch-Marc-Christian Kaboré est venu et a changé la loi au forceps contre, et vous vous souviendrez que l'opposition est sortie de la salle, n'a pas voté, en excluant la carte consulaire. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Nous avons dit, s'il n'y a pas de carte consulaire, je ne vois pas comment la diaspora pourrait voter. Ils ont dit qu'ils leur trouveront des cartes d'identité. En 2019, ils ont commencé et le président Roch-Marc-Christian Kaboré a demandé à ce qu'il y ait un dialogue politique. Au dialogue politique, nous avons encore expliqué que c'est une erreur de ne pas inclure la carte consulaire biométrique. C'était le seul point de non-accord, mais un point capital et essentiel. Ils en ont insisté et la loi n'a pas été votée. Et le code électoral, les modifications qui devaient intervenir, par exemple, qui disaient qu'on pouvait voter en tout autre lieu, en accord avec le pays hôte, c'était un acquis du dialogue politique. Mais cette loi, ce nouveau code électoral devait être voté en 2019. Ils ont traîné, malgré nos rappels, pour le voter qu'en 2020. En sachant que la CENI devait sortir à partir du 4 janvier pour aller enrôler au niveau de la diaspora. La diaspora, oui. La CENI est sortie en 2020, le 4 janvier 2020 en Côte d'Ivoire, et s'est trouvée devant cette situation. Les compatriotes de la Côte d'Ivoire ne disposent pas de la carte d'identité, mais de la carte consulaire. Donc, sur un potentiel de près de 2 millions de votants en Côte d'Ivoire, on n'a pu enrôler que 5 000. Voyez-vous, c'est ridicule. Et en matière de coûts, nous avons mis un budget d'à peu près 30 milliards pour que la diaspora puisse voter. Si nous raisonnons en termes de ratio, le président de la CENI était venu pour montrer que le coût du vote allait être entre 6 000 et 12 000. Mais si vous faites le ratio aujourd'hui, vous verrez que pour qu'un diaspora vote sur la base de 24 000 enrôlés, ça fait 1 250 000. Tout à fait. C'est excessif pour notre budget. C'est excessif. Et c'est pourquoi nous disons que c'est un échec cuisant. Ça montre encore l'incapacité du gouvernement. Ce n'est pas de la responsabilité de la CENI. Non, non, non. C'est de la responsabilité du gouvernement. Qui a tout fait pour que la diaspora ne puisse pas voter. Nous sommes revenus sur le plan national. Nous n'avons toujours pas reçu les kits commandés qui devaient être achetés depuis 2019. Ils ont encore rusé pour que la commande soit passée en 2020. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, le président de la CENI n'a pas encore reçu un seul kit. Comment on peut enrôler autant de personnes? Nous avons commandé environ 3000 kits neufs et nous avons mis en réparation pour remettre à jour le logiciel de 1000 kits. Ça fait 4000. Si le gouvernement était de bonne foi et voulait que le processus se passe normalement et que l'enrôlement se fasse normalement, il aurait fallu acheter ces kits-là le plus tôt possible. Avec 4000 kits, écoutez-moi bien, avec 4000 kits, on n'a pas besoin de plus de 23 semaines pour faire l'enrôlement au Burkina.
Avec 4000 kits, vous divisez 4000 par 45 provinces, vous avez 88,88. Environ plus de 80 kits par province. Si vous mettez 80 kits par province, en 3 semaines, vous avez enrôlé tout le monde. Et avec 8 kits en backup, au cas où il y a une panne, on remet le kit en backup. Vous voyez, c'est de la mauvaise volonté parce que le gouvernement sait qu'il n'a aucun bilan à présenter. Ils nous crient qu'ils ont fait des routes, c'est des morceaux de route de 500 mètres, d'1 kilomètre. Et on voit tout le gouvernement se ruer là-bas. Et puis le ministre des Infrastructures qui dit oui, bon, nous avons réalisé. Ils n'ont absolument rien réalisé. Ce n'est pas ça qui crée le développement. Alors, on va revenir justement sur la gouvernance économique et politique sous le président Kaboré, mais je voudrais qu'il en reste un peu sur les élections. Vous avez avancé un certain nombre de raisons qui sont peut-être pertinentes, mais on a constaté aussi que les Burkinabés, qu'ils soient de la diaspora ou de l'intérieur, ne se mobilisent pas beaucoup pour ces opérations électorales. Est-ce qu'il n'y a pas un désaveu vis-à-vis de la classe politique ou un désintéressement vis-à-vis de la chose électorale dans notre pays? C'est plutôt un désaveu vis-à-vis du gouvernement. Parce qu'ils savent... lorsque je vous parle de la carte d'identité, écoutez-moi bien. Lors du dialogue politique, nous avons dit qu'il fallait subventionner la confection des cartes d'identité. Parce qu'à l'époque, le président Blaise Compaoré a eu l'intelligence de l'avoir fait. La carte d'identité était confectionnée à 500 francs. Ils ont dit, ah, on n'a pas beaucoup d'argent pour le faire. Soit, on dit, mais on peut se faire aider par les institutions internationales. Ils n'ont pas de ressources. Nous avons dit, dans ce cas, permettez à ce que l'on prolonge la vie des cartes qui arrivent à expiration avant la date de l'élection. C'était une idée du dialogue politique? C'était un acquis du dialogue politique. Ils ont dit, OK, on va le faire. Dans ce cas, on peut le faire. C'est un décret que l'on va faire, un décret présidentiel. Nous avons relancé N fois. Ils sont revenus il y a juste 2 semaines pour nous dire qu'on ne peut pas faire un décret présidentiel, mais c'est une loi. Nous disons, c'est une loi, ça ne prend pas plus de 2 pages. Justification des motifs, 2 lignes, il est créé, et puis bon, on vote la loi, et puis on promulgue. Vous laissez la CENI faire le tour du Burkina Faso, et sans cette loi. Nous avons regardé que dans la zone 1, les sous-zones 1, 2 et 3, tout le monde se plaint parce qu'ils ne disposent pas de carte d'identité. L'ONI est débordée. Notre proposition, c'était pour alléger la tâche de l'ONI. Si on avait rallongé la vie de ces cartes d'identité, l'ONI n'aurait maintenant qu'à confectionner des cartes pour ceux qui n'en ont pas ou ceux qui ont perdu la carte. Pour les nouveaux majeurs. Pour les nouveaux majeurs, comme on l'a dit. À ce moment, on aurait atteint les objectifs. Imaginez tout ce monde qui est allé s'aligner en disant, voici ma carte. Il y en a même qui ont eu des cartes qui ont été expirées à partir du février 2020, mais ils n'ont pas été enrôlés. Voyez-vous, c'est la réalité comme ça. Et nous savons que le gouvernement ne veut pas qu'il y ait que les Burkinabés s'enrôlent parce que le gouvernement craint qu'il y ait une sanction à son encontre, d'autant plus qu'il n'a pas de bilan à présenter. Ok, alors on va justement venir à ce bilan du gouvernement actuel, la gestion du Burkina Faso sous le président Roch-Marc Christian Kaboré, les questions de gouvernance politique, on en a parlé, on parle à présent de la gouvernance économique principalement. Quelle est votre appréciation générale à l'issue de ces 4 années, plus de 4 années déjà passées à la tête de l'État du Burkina avec le MPP? Comment est-ce que vous appréciez la gouvernance économique? Est-ce que le Burkina avance? Le Burkina recule. Ah oui? On ne stagne même pas au recul. Un recul, et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont créé un programme qu'ils appelaient le PNDS. Ils nous ont fait croire qu'avec le PNDS, le Burkina connaîtra une croissance accélérée et qu'au bout de 5 ans, eh bien, on serait classé à un certain niveau. On va prendre encore des points en avançant. Aujourd'hui, personne ne parle encore du PNDS. Le PNDS était estimé à peu près 6 milliards. Et il y avait des intentions de financement de 18 000 milliards sur la table ronde de Paris. Ils n'ont pas pu collecter, recouvrer. Et pourquoi d'après vous? Parce qu'ils sont piètres.
Mais c'était des promesses de financement des partenaires étrangers. Et on se rappelle justement de cette table ronde des bailleurs de fonds en décembre 2016 à Paris. Lorsqu'un bailleur de fonds vous propose de vous financer, il pose des conditions. La gouvernance vertueuse, des ratios qu'il faut atteindre et des orientations. Si le gouvernement ne peut pas montrer qu'il a une gouvernance vertueuse, si le gouvernement ne montre pas qu'il respecte les agrégats macroéconomiques, si le gouvernement ne montre pas qu'il a des hommes de qualité qui peuvent gérer ces fonds, et c'est plutôt la corruption totale est voulue partout dans tous les secteurs. Pensez-vous que les bailleurs de fonds vont continuer à subventionner ou à prêter leur argent pour des gens qui ne sauront pas gérer quand est-ce qu'on va le leur rembourser? Donc pour vous, c'est un manque de confiance. Non, c'est une incapacité du gouvernement à gérer, à gouverner, à montrer les agrégats et à convaincre les partenaires techniques et financiers qu'ils peuvent faire confiance au Burkina. Donc c'est leur échec. Ça, c'est le premier point. Donc ils ont jeté le PNDS et aujourd'hui, ils n'ont plus de repères. Et s'ils n'ont plus de repères, ils recherchent des revenus. Ils n'arrivent même pas à boucler le budget de l'État. Vous avez vu un peu leur attitude, c'est d'aller créer un impôt unique sur les traitements et salaires qui frappe les primes et indemnités des fonctionnaires. Pourtant, on n'était pas obligé d'arriver jusque-là. Les syndicats vous demandent, mettez-nous en équité en allégeant les IUTS qui frappent les salaires du privé, des travailleurs du privé. Vous allez faire le contraire. Vous voulez l'équité? Eh bien, on va vous imposer, vous, comme ça vous serez à équité. Parce qu'ils sont dans une situation budgétaire quasiment déficitaire. Et je crains qu'on soit même, au moment de la trésorerie, au trésor public, l'asphyxie, parce qu'il y a la dette intérieure, des prestataires, des fournisseurs nationaux, qui attendent depuis plus d'1 an pour être payés. Alors, si nous n'avons pas de recettes, les partenaires techniques et financiers ne nous suivent pas, où est-ce que nous allons? Nous allons droit au mur. C'est pourquoi il faut arrêter de laisser embourber le pays économiquement et que les Burkinabés prennent leurs responsabilités pour chasser ces gens-là le 22 novembre prochain. Ça se passe dans les urnes, hein? En votant, j'ai dit le 22 novembre, j'ai dit, en votant le CDP, qui est le seul parti aujourd'hui capable de refaire une réconciliation et de relancer l'économie de notre pays. Alors, on va justement parler de l'impôt unique sur les traitements et salaires qui fait des gorges sur le Burkina Faso. Les syndicats sont vent debout et contre l'application de cette UTS sur les primes et indemnités. Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu justement, enfin, est-ce que vous pensez que selon le gouvernement, c'est une technique pour avoir de l'argent parce qu'on est un peu coincé financièrement? C'est une technique pour pourrir la situation. Ah oui? Parce que je crains que... Le gouvernement parle de l'effort de guerre. Nous avons pas Quel effort de guerre? Qu'est-ce qu'eux-mêmes ont fait? Ils sont là avec des revenus de 5-10 millions chez les ministres. Et puis ils demandent aux plus pauvres de contribuer. Non, l'effort doit être donné. Le train de vie de l'État doit être réduit. Quand vous regardez les statistiques, non, ça ne fait qu'accroître. Et on demande à ceux qui ont peu de revenus de venir contribuer. Les syndicats ont raison. C'est pourquoi il faut s'asseoir autour de la même table, revoir les choses et renégocier. Et de bonne foi. Mais si le gouvernement continue de faire des dépenses somptuaires et demande aux travailleurs de contribuer, ben, personne ne suivra. L'effort de guerre, je suis d'accord, tout à fait d'accord pour l'effort de guerre, mais tout le monde, vous savez qu'au niveau du CFOP, le cadre de concertation du CFOP, les premiers qui ont fait un meeting, ils marchent pour soutenir les forces de défense et de sécurité et collecter des ressources pour soutenir, c'est bien l'opposition. Oui. Mais qu'est-ce que la majorité a fait? D'accord. La majorité réunit des gens dans les stades, des corps, et à des budgets colossaux. Mais ce n'est pas, c'est pas acceptable. Alors, M. Komboego, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord avec les syndicats lorsqu'ils estiment qu'il y a d'autres niches vers lesquelles il faut aller pour chercher de l'argent plutôt que de se rabattre sur les primes indemnités des travailleurs avec l'UTS? Est-ce qu'il y a de l'argent qui dort quelque part et que le gouvernement n'arrive pas à recouvrer? Certainement.
D'abord, par exemple? Il faut que d'abord leurs amis puissent payer, à qui donnent des marchés puissent payer les impôts. Oui. Si vous allez voir les nouveaux riches qu'ils ont créés, qui ne payent pas d'impôts, ils sont énormes. Les nouveaux riches, ils sont dans quel domaine? Mais vous le connaissez, ils tournent ici avec des V8. Hein? Ils sont dans quel domaine? Comment est-ce qu'ils sont devenus riches? Dans tous les domaines. Oui. Dans tous les domaines. Et ils ne payent pas les impôts? Ils ne payent pas les impôts. Ils ont des marchés publics, ils sont les premiers à être payés, ils ne payent pas les impôts. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et ensuite, quand il y a des niches, il y a vraiment des niches d'impôts à collecter. Mais je garde ça dans notre programme. Oui, je ne peux pas le dire tout de suite. D'accord. Et si le peuple burkinabé nous fait confiance, vous verrez qu'il y aura moins de pression sur les salaires et nous allons boucler le budget. Justement, en entendant, il y a aussi cette question de réduction du train de vie de l'État. Beaucoup de gens estiment qu'il y a encore des dépenses de prestige au sommet de l'État du Burkina. Comment est-ce que vous appréciez cela? Est-ce que la situation s'est empirée par rapport à celle qu'elle était sous le régime de Blaise Compaoré, où il y a des efforts effectivement et pour réduire justement le train de vie de l'État? Paul Mikiramba, c'est vous-même qui constatez, vous êtes un observateur de la situation, que la situation s'empire. La situation s'empire, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas faute d'avoir critiqué, ce n'est pas faute d'avoir attiré leur attention, mais c'est un choix d'être médiocre, ils le sont. Un choix d'être médiocre? Oui, bien sûr. À la limite, mais c'est étonnant ce que vous dites quand vous parlez de médiocrité, parce que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ce sont des gens qui ont l'expérience de la gestion du pouvoir d'État. Ils ont l'ancienneté, pas l'expérience. Ah oui, c'est différent. C'est tout à fait différent. Ils ont l'ancienneté, ils n'ont aucune expérience. Je vous ai dit tantôt que lorsqu'on tape le maillet, ce n'est pas une expérience. Mais vous les connaissez sans doute, vous étiez des anciens camarades politiques. Les travailleurs, les vrais travailleurs sont ailleurs, sont au CDP. Ceux qui faisaient le gros boulot et qui suivaient sont restés au CDP. Ah oui. Et ceux qui voulaient s'enrichir rapidement ont vite fait d'aller au MPP. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. Donc, c'est une ancienneté qu'ils ont, mais ce n'est pas une expérience. C'est vraiment dommage. Alors, on va revenir sur cette fronde sociale qui est observée au Burkina Faso. C'est vrai qu'on a parlé de cette question du UTS, mais avant l'UTS, il y avait beaucoup d'autres sujets de revendication. Tous les travailleurs sont rentrés pratiquement en grève. Le gouvernement dit qu'on a franchi la barre de 35% du budget de l'État alloué au salaire. Donc, il faut faire en sorte que les salaires restent à un niveau raisonnable. Est-ce que, quelque part, le gouvernement n'a pas raison pour dire qu'on ne peut plus accéder aux statuts particuliers, aux augmentations de salaires et tout, pour respecter les directives de l'UEMOA et de la CEDEAO en la matière? Ce n'est pas le seul agrégat macroéconomique. Ah oui. Il y en a d'autres. Et pour respecter cet agrégat, d'ailleurs, il y a deux chiffres. Il y a le PIB et il y a donc les recettes de l'État propres de l'État et il y a la masse salariale. D'accord. Si vous voulez réduire les 55%, le résultat, qui est de 55% ou 50%, ou vous diminuez les salaires, ou vous augmentez les revenus. Les recettes, les entrées d'argent. Eux, ils ont choisi quoi? Non seulement de diminuer les revenus, mais c'est cette diminution qui va augmenter leurs recettes en mettant l'impôt sur les primes indemnités. Les primes indemnités, l'ITS. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut faire. Il faut augmenter nécessairement les recettes de l'État. Autrement, et vous allez voir, et garder les salaires comme tels, vous allez voir qu'on atteindra les 35. Alors, si ce n'est pas un secret, si vous revenez en 2012-2013, nous étions de l'ordre de 33-34%. Les chiffres sont là, jusqu'en 2014. Comment se fait-il que le gouvernement CDP d'antan respectait l'agrégat et que subitement, on arrive et puis eux, ils ne peuvent pas respecter? Alors, si ce n'est pas notre secret, comment est-ce que l'on peut procéder aujourd'hui pour augmenter les recettes de l'État? Je vous inviterai à suivre notre programme. Dans le programme, d'accord. On va évoluer dans cette émission franc-parler avec vous, M. Idi Kombego, président du CDP, pour parler à présent de cette grosse question
Et sur l'insécurité au Burkina, c'est une préoccupation majeure des Burkinabés. Le pays va mal à sa sécurité. Il y a quand même le terrorisme, vous l'avez dit en introduction de cette émission, dans certaines régions du Burkina. Est-ce que déjà au niveau du CDP, vous avez une appréciation d'ensemble par rapport à cette question d'insécurité? Parce qu'on a vu récemment une déclaration de votre parti après les événements de Barga. Vous avez dit qu'il faut que la saignée cesse au Burkina. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut que le gouvernement bande les muscles et ait une stratégie de combat. Oui. Nous avons toujours dit qu'il ne faut pas attendre que la guerre arrive. Il faut anticiper. Je vous ai dit tantôt que peut-être, si vous écoutez bien, les militaires qui ont opéré le coup d'État raté 2015, les raisons qu'ils ont évoquées, c'était de continuer d'anticiper sur ce qui peut nous arriver. Ils voyaient venir. Oui. Et le Premier ministre Zida même a connu sa première attaque. L'attaque n'a pas commencé sous Roch-Marc Christian Kaboré, c'est sous Zida que nous avons eu les premières attaques à la frontière. Oui. Alors, donc, ça veut dire que depuis longtemps, depuis les années 2010, les terroristes tentaient de rentrer dans notre territoire. Seulement, nous avions un réseau de renseignement fort qui anticipait, qui avait les informations, qui infiltrait les milieux et qui donnait les informations aux militaires et qui anticipait, ce qui permettait aux terroristes de franchir la frontière. Nous avions également une unité spéciale de lutte contre les terroristes, qu'on appelait le RSP. Le RSP. Mais on a beau pas son rôle premier. Oui, mais non, c'est le nom qui dit Régiment de sécurité présidentielle. Mais son rôle réellement était de lutter contre les terroristes. Il se relayait là-bas. Moi, j'ai eu la chance, d'avoir fait 4 mois, 8 jours avec eux en prison. C'est une chance, ça? Pour moi, c'est une chance. Parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et qui m'ont dit, nous y allions. Parfois, il nous arrivait à creuser des trous, nous mettre sous cela pour les entendre et puis informer la base. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas révéler ici, mais ce qui montrait que nous avions une force. Ce RSP a été dissous et les éléments ont été envoyés dans les autres garnisons, dans les autres corps. Et on veut qu'ils donnent des résultats. C'est comme une équipe de football. Si vous disloquez l'équipe de football, vous mettez le gardien par-ci, l'attaquant de pointe ici, le défenseur, ça ne peut pas donner les résultats. Nous ne disons pas forcément la réforme qu'ils ont opérée en 2016. Tout de suite, une fois au pouvoir, on opère une réforme de l'armée, c'était une erreur. Donc il aurait fallu attendre, prendre le pouls, mieux comprendre la situation avant d'opérer ces changements. Mais la peur qui a habité ceux qui venaient de conquérir le pouvoir, c'est de dire, ah, ben, tenez, si on ne réforme pas l'armée, on va... Sauf que ce n'est pas le régime du MPP qui a dissous le RSP, et ça c'est connu, c'était sous la transition. Oui, mais qui vous a dit que ce n'est pas le régime du MPP? Le MPP n'était pas au pouvoir en 2015. Ils avaient infiltré les députés au niveau... Enfin, les députés, si il faut les appeler comme ça. Le CNT. Les députés de la transition. Enfin, moi je les appelle les transitaires. Bon, ils avaient infiltré ce milieu, ils prenaient les décisions qu'ils veulent, ils menaçaient le Premier ministre Zida d'aller dans leur sens. Dans tous les cas, vous connaissez le regretté Salifou Diallo, et paix à son âme. Je sais que quand il veut quelque chose, c'est au forceps qu'il va chercher. Et on est arrivé au point où aujourd'hui on vit les conséquences de nos actes, des actes qu'ils ont posés en 2015 et en 2016. D'accord. Alors, à vous écouter, c'est un problème de renseignement, cette question de terrorisme. Pour vous, les renseignements ne marchent pas bien, mais ce qui est dans l'opinion publique, c'est que sous le régime Blaise Compaoré, il y avait quand même des négociations, des ententes avec des groupes terroristes, ce qui faisait du Burkina une forme de havre de paix. C'était donc une forme de paix de façade. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que Blaise Compaoré sécurisait le Burkina en offrant juste des couverts aux terroristes? Non, ce n'est pas une question de renseignement seulement. J'ai toujours dit qu'il y a 4 points pour lutter contre le terrorisme. Un, c'est vrai, le renseignement conséquent. Il y a une armée forte, entraînée, équipée pour bander les muscles quand il faut bander les muscles. Il y a une diplomatie
intelligente. Nous ne l'avons pas aujourd'hui. Qui puisse voir avec les pays, nos voisins, et même aller au-delà. C'est cette diplomatie qui nous permet de résoudre pas mal de choses. Vous avez dit, le Burkina, le président Blaise Compaoré discutait avec des terroristes. Oui. Qui vous a dit que ce sont des terroristes? Ah oui. D'abord, il faut qu'on sache pourquoi des terroristes attaquent notre pays. Qu'est-ce qu'ils veulent? Demander au gouvernement Roch-Marc Christian Kaboré de nous dire pourquoi on est attaqué aujourd'hui, il ne pourra pas répondre. Et il n'est pas censé savoir s'il n'y a pas de revendication. Mais si vous n'avez pas une diplomatie conséquente, une diplomatie intelligente, vous ne saurez pas pourquoi on vous attaque. Et si vous ne savez pas pourquoi on vous attaque, quelles que soient les solutions que vous apportez, vous ne sauriez pas apporter la bonne solution de riposte. Ouais. Et nous avons terminé en disant également qu'il faut travailler à ce que nos jeunes de ces régions-là puissent avoir de l'emploi. Nous avons eu un programme, ils nous ont annoncé en 2016, un programme spécial. Programme d'urgence pour le Sahel. D'urgence pour le Sahel, de combien de milliards? 400 milliards. Est-ce qu'ils ont collecté combien? Ils ont mis combien là-bas? Même pas 2 milliards. Voyez-vous? Donc, ça ne peut pas marcher. Ce jeudi, ils ont échoué et ils n'ont aucun moyen. Ils sont désemparés. Donc, on ne peut pas faire autrement que de permettre au CDP, qui en a les moyens, et l'intelligence, l'organisation nécessaire, les ressources humaines conséquentes, de revenir et de faire redécoller. Vous avez les compétences en votre sein. Les compétences. D'accord. Alors, au-delà de cette question du terrorisme, il y a une autre question connexe, c'est le vivre ensemble qui est mis en mal avec des conflits intercommunautaires comme on en connaît au Burkina maintenant. Alors, quelle est votre appréciation, votre lecture de cette autre situation? Parce que les deux sont mêlés, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Et le Burkina n'avait pas connu de par le passé autant de conflits intercommunautaires. Vous n'allez pas me dire que ça aussi c'est la faute au président Kaboré? Non, il faut féliciter plutôt les organisations religieuses et coutumières. Oui. Lorsque nous avons suivi un peu le terrorisme, à un moment donné, ils ont tenté d'opposer les ethnies. Oui. Les autorités coutumières ont dit non. Les Peuls ont toujours vécu avec les Moussis sans problème. Depuis la nuit des temps. Au Burkina, les ethnies sont par plaisanterie 2 à 2. C'est une valeur essentielle. On se marie sans tenir compte de l'ethnie. Mon épouse est d'Agara, je suis Moussi. Peut-être que mon fils ira épouser une Bissa ou une Bobo, j'en sais rien. Donc, ce sont ces valeurs. Donc, ça ne peut pas être une guerre ethnique. Il est arrivé dans le temps que quelques échauffourées où des éleveurs Peuls ont traversé, des bœufs ont traversé un champ d'agriculteurs, Moussi ou autres. Ça se résout en 48 heures, 72 heures tout au plus. Donc, nous savions que ce n'est pas une guerre ethnique. La communication positive a pris le dessus. On a pu donner une communication positive pour que les uns et les autres s'abstiennent de réagir. Mais ensuite, ils sont passés dans les églises. On a dit ceux qui portent des croix, on a tiré là-dessus pour faire croire que c'est les musulmans qui assassinent. Non. Et je dis et je répète, l'éducation coranique que nous avons reçue depuis notre jeune âge, l'éducation biblique que nous avons reçue depuis notre jeune âge, ne nous permet pas d'aller nous entretuer. Ce n'est donc pas une guerre religieuse non plus. Et donc, et là également, l'archevêché, la communauté, la fédération des associations islamiques, la communauté musulmane, ils se sont retrouvés rapidement pour donner une communication positive afin que les Burkinabés aident la retenue. C'est eux qu'il faut féliciter, ce n'est pas le gouvernement, parce que le gouvernement était perdu. D'accord. Voilà. Alors, à cette crise politique, crise sociale, crise sécuritaire également, une autre crise s'est installée. Malheureusement, au Burkina Faso, un peu partout dans le monde, il s'agit de cette maladie à coronavirus. Au moment où nous enregistrons cette émission, 3 cas officiels sont confirmés au Burkina. Comment est-ce que vous appréciez le plan de riposte du ministère de la Santé et pour faire face justement à la propagation de ce virus? Est-ce que vous êtes rassuré? Moi, je crois qu'il n'y a aucun plan. Il n'y a pas de plan? Aucun plan. J'ai vu un médecin qui s'est exprimé, qui est le BFR
permettez que je cite BF1, oui, a fait un reportage là-dessus où ils disent qu'il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de médicaments, il n'y a absolument rien. Même pour détecter qui souffre et qui ne souffre pas, il n'y en a pas. Il ne s'agit pas de sortir, dire oui, bon, écoutez, éviter les regroupements, c'est vrai, il faut le faire. Mais il faut d'abord que l'État ait des équipements nécessaires, donne une communication et des équipements nécessaires aux médecins. Dites-moi dans quel hôpital aujourd'hui assez équipé, en dehors de l'hôpital Blaise Compaoré, que d'aucuns ont trouvé bon de débaptiser. Et c'est là où on reconnaîtra les valeurs de Blaise Compaoré, de ce qu'il a fait. Attendez, je ne dis pas terminer. Mais allez-y. Donc, c'est vrai que c'est un mal sérieux. Rien que ce matin, j'écoutais la radio, le Premier ministre canadien a été détecté positif. Le président a été mis en quarantaine. Le président brésilien. Ça veut dire que si ces pays-là sont touchés, le mal peut... qu'on commence à voir. Les Africains sont très sociaux. Ils se touchent. Or, c'est par le contact que ça passe. C'est pourquoi j'ai lancé un appel pour les 5000 jeunes qui voulaient m'accompagner pour aller déposer ma candidature, de s'abstenir. Je demande de respecter strictement les consignes du gouvernement, qui est la gestion de l'hygiène. Mais j'interpelle le gouvernement d'avoir une réaction et d'équiper des hôpitaux spécialement en gaz, comme je dis, si vous prenez et en matériaux médicaux pour pouvoir faire face à ce mal. Et le médecin expliquait que si lui détecte un malade, il doit le mettre sous respiration spéciale. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de gaz. Il n'y a rien. Ils sont assis. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est peut-être aller s'asseoir, dire oui, ben, allez, on ne se réunit plus. C'est vrai. Mais là également, dans leur décision, nous voyons que les syndicats avaient déjà annoncé une grève, c'est également pour les arrêter. Qui est maintenu. Mais les syndicats restent les syndicats. Le ministère est allé voir les autorités morales, à la chefferie coutumière et tout. Pour dire quoi? C'est une histoire d'autorité coutumière, ça. C'est une histoire de technologie et médicale. Ce n'est pas une histoire d'autorité coutumière. Mais nous avons également la chance qu'il semble que ce virus ne résiste pas à plus de 22 degrés. Si tel est vrai, c'est que si le virus reste dehors, au bout de quelques heures, il va mourir. Mais c'est tant mieux. Mais j'invite les Burkinabés à rester prudents, à prendre les mesures nécessaires de prudence et d'éviter certains contacts. Sans doute que le message est bien passé. Alors, M. Idi Kombego, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Une dernière question, en tout cas pour terminer. Je rappelle que vous êtes le président du CDP, ancien parti au pouvoir, et vous êtes potentiellement candidat à la présidentielle de 2020. Tout porte à croire que vous allez remporter, puisque vous avez dit ici que vous allez donc faire acte de candidature à la candidature du CDP. Alors, dernière question, quel est votre plan d'attaque pour la présidentielle de 2020? S'il est possible de le dévoiler, comment est-ce que vous comptez faire pour conquérir l'électorat? Paul Mikirwamba, ça fait la 3e fois que vous reposez la même question. On voudrait le savoir. Vous savez déjà la même technique que nous avons utilisée pour réveiller le CDP, pour faire en sorte que lorsque nous sortons, nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit. Les militants viennent d'eux-mêmes. Le rassemblement se fait. Ils vont s'enrôler. Aujourd'hui, vous avez vu que le CDP a arrêté toute activité de rassemblement. Ça veut dire que nous faisons un travail sur le terrain. Un travail. La présidentielle de 2020, c'est bien ouvert, il y a beaucoup de candidats. De faire voter nos militants de carte d'identité, les invitant à aller s'enrôler, à aller sanctionner négativement. Le MPP, le gouvernement MPP, sa suite le 22 novembre prochain. Il y aura beaucoup de candidats. Pour la première fois de notre pays, un président démocratiquement élu puisse passer le bâton de commandement à un président démocratiquement élu que nous espérons sera le CDP. D'accord. Merci beaucoup, M. Idi Kombego. Je rappelle que vous êtes le président
du Congrès pour la démocratie et le progrès, potentiellement candidat à la présidentielle du 22 novembre 2020. Merci d'avoir répondu à l'invitation de LCA Télévision pour cette émission Franc Parler. On espère en tout cas vous retrouver très prochainement, même si on sait que ce n'est pas facile. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, M. Kombogo. Mesdames, Messieurs, merci à vous également qui avez suivi cette émission qui arrive ainsi à sa fin. C'était donc l'émission Franc Parler avec comme invité M. Edi Kombogo, président du CDP. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie des programmes de LCA Télévision.